Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle émission de Presque Qualité. Comment ça va mon cher Kerr? On se retrouve, une fois n'est pas coutume, pour les news. Comment tu vas? Bah bof, hein, tu sais, il y a beaucoup de retombées médiatiques sur mon coup de gueule dans la vidéo Marvel. Donc forcément, cette mise en avant n'est pas facile à vivre tous les jours. Il y a encore des paparazzis devant la maison, mais bon. J'assume, j'ai eu Kevin Feige au téléphone, on s'est expliqué. Les choses s'arrangent petit à petit. Voilà. Non, sinon ça va très bien, et toi? Bah moi ça va bien. Est-ce que tu pourrais commencer, puisque visiblement tu as la patate, est-ce que tu pourrais commencer avec le point poignon? Ouais, bah attends, alors tu vas rire, mais j'ai pas ouvert la page. Alors, le point pognon, bah, c'était bien évidemment la sortie de Ant-Man and the Wasp Gastromania, qui est donc le nouveau film du MCU, qui est sorti ce week-end et qui a déjà récolté 359 millions de dollars à travers le monde. Donc, c'est un bon démarrage pour le film Ant-Man, qui aux États-Unis a rapporté 120 millions de dollars. Donc, pour l'instant, c'est correct, hein, c'est pas un démarrage absolument incroyable, mais rappelons quand même que même si c'est l'introduction de Kang, il faut prendre en compte quand même que c'est Ant-Man qui porte le film et Ant-Man n'est pas un des plus gros succès de Marvel. Donc voilà, mais c'est solide. Le truc qui m'a étonné, mon cher Greg, quand on regarde le classement, parce que là on est actuellement le 21 février, donc on a un mois et demi de ciné déjà de fait. En fait, comme Avatar est rangé dans la catégorie des films de 2022 et qu'il a écrasé le début de l'année 2023, et ben en fait, tous les films qui sont derrière, qui sont réellement sortis en 2023, ont fait très peu au box-office. On a Pathan, qui est un film indien qui est à 120 millions de dollars. La ressortie de Titanic a quand même rapporté 48 millions de dollars pour l'instant. 47 millions de dollars seulement, je parle au niveau mondial, hein. 47 millions de dollars pour le nouveau Shyamalan, donc ça c'est pas folichon. Le dernier Magic Mike est un flop total, comme quoi ça ne ramène pas les gens en salle d'enlever son slip. Enfin, j'en sais rien en fait. Et le truc qui m'a fait marrer, c'est que c'est la première fois, mon cher Greg, que je vois un film français dans le top 10 des plus gros succès de l'année au niveau mondial. C'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dont je vais reparler après, parce qu'il y a des choses fantastiques à dire. Je ne sais pas si Guillaume Canet est encore avec nous cette semaine, comme la semaine dernière, et s'il a laissé un bout de saucisson, les gens étaient très inquiets. Mais en tout cas, voilà pour le classement. Un truc qui est quand même très important et que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il y a une modification majeure, et je dis bien majeure avec un grand M, sur le classement des plus grands succès de l'histoire en termes de recettes. Puisque, et j'ai fait un jeu de mots et tu vas me dire à quel point il est succulent sur Twitter, j'ai dit que Avatar 2 avait coulé le Titanic. Haha. Tu sais, c'est une référence au fait que Titanic a coulé en fait. Et donc Titanic a été battu au box-office mondial par The Way of Water, qui est donc le Avatar 2, hein, son titre anglais pour ceux qui ne comprennent pas ma manière de parler anglais. Donc ce qui fait que Avatar est premier, Endgame est deuxième, Avatar 2 est troisième, Titanic quatrième, Le Réveil de la Force est cinquième, Infinity War septième, No Way Home non Infinity War sixième pardon, No Way Home est septième, Jurassic World est huitième, Le Roi Lion, mais le film, pas le dessin animé, est neuvième et dixième Avengers. Voilà, pour le top 10 des plus gros succès de l'histoire. Et si on descend un tout petit peu, il y a une surprise. Top Gun Maverick est 12e. C'est quand même le 12e plus gros succès de l'histoire, Top Gun Maverick. Donc voilà mon cher Greg pour ce qui est du box-office américain. Et il y a un truc quand même que je voulais rajouter deux trucs quand même. Sur le box-office américain, c'est que le Chapeauté 2 continue d'être en salle aux États-Unis et comme il a un très bon bouche à oreille, et c'est mérité, le film Le Chapeauté 2 est, il faut l'avouer, une très bonne surprise, notamment d'un point de vue visuel, où sur certains personnages, et notamment le grand méchant loup, qui est un personnage particulièrement réussi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un personnage aussi réussi dans un film d'animation. Et ben, le Chapeauté 2 est rentré dans les 10 plus gros succès de l'année 2022 aux US. Et c'est mérité vraiment. Et c'était pas du tout gagné, puisqu'en fait, le Chapeauté, j'ai envie de dire, tout le monde s'en moquait.
Et là, c'est une belle réussite. Moins bonne réussite, la sortie du film d'horreur sur Winnie l'ourson. Tu vas me dire, mais de quoi parle-t-il? Il y a un film d'horreur sur Winnie l'ourson qui est sorti ces derniers jours. Donc je vais te dire son box-office, si je le trouve, parce qu'il est au fin fond du fin fond. Il a gagné 600 000 $ au box-office américain. Il a quand même eu une bonne promo, hein, parce qu'en fait, les gens ont beaucoup parlé du fait qu'il y ait une adaptation en film d'horreur de Winnie l'ourson. Mais il n'a pas été aidé par la presse qui a littéralement atomisé le film. J'ai rarement vu un film avec une note aussi basse sur Rotten Tomatoes et sur Metacritic. Sur Metacritic, je crois il a 13. Voilà. Donc ça s'appelle Winnie the Pooh, Blood and Honey. Blood and Honey. Donc Winnie l'ourson, du sang et du miel. Bon. La déclinaison des films Disney en films d'horreur. Alors déjà qu'on n'avait pas forcément vu venir la déclinaison des grands classiques en film live. Et je sais que tu reparleras d'une chose terrible dans cette vidéo. Mais alors la déclinaison des films Disney en films d'horreur, forcément, c'est pour le moins étonnant. Et je vais parler du box-office français rapidement pour vous dire que Je me permets d'ajouter, mon cher Guillaume Kerr, Canet, sur ta news que oui, je rappelle, alors c'est pas forcément le cas pour Winnie l'ourson, mais de plus en plus d'adaptations vont arriver des Disney et des grands films, puisque au fur et à mesure que les années passent, certains d'entre eux sont en train d'arriver dans le domaine public, et donc n'importe qui, vous et nous, pouvons nous mettre à faire des adaptations de ces films-là. Donc on va en avoir de plus en plus. Voilà. Vas-y, je te laisse continuer, mon cher Kerr. bah oui, non, mais t'as raison. Et alors, pour le box-office français, vous savez, Guillaume Canet a dit que Astérix devait être un immense succès pour sauver le cinéma, et que si on aimait le 7e art et les salles d'art et d'essai, il fallait absolument aller voir, comment ils s'appellent? À chaque fois, j'oublie leur nom, là. Aide-moi, les deux youtubeurs, là. McFly et Carlito. Ouais, McFly et Carlito au ciné. En fait, Astérix, pour l'instant, ça marche moyen. Ils ont fait une bonne première semaine, mais le film se casse les dents sur la suite, et il ne devrait pas battre l'excellent film qui était Astérix et Obélix. Alors vous allez me dire, il va finir par Mission Cléopâtre. Ah, bien évidemment, c'est un homme de bon goût, il va pas nous troller. Et en fait, j'allais dire aux Jeux Olympiques, qui est l'objectif box-office à atteindre. Bien évidemment, personne, enfin le film de Canet ne battra pas le bijou d'Alain Chabat. Mais en tout cas, il ne devrait même pas battre la bouse avec Orniac. Et une des raisons à ça, c'est qu'il y a eu Alibi.com 2 qui est sorti. Donc de la bande à Fifi, comme on dit. Et qui marche très bien parce qu'il a fait 2 millions d'entrées sur sa première semaine. Donc voilà, ou un peu plus, 10 jours je crois, enfin, peu importe. En tout cas, Alibi.com 2 met la pâtée à Astérix. Et Astérix, mon gars, si tu veux t'en sortir, c'est le moment de boire ta potion magique. Voilà. Pour le box-office, mon chat Greg. En tout cas, un beau film qui s'ouvre le box-office français. Donc, Ah oui, là, ils nous font plaisir. Entre Astérix avec Big Flo et Oli. Non, c'est pas Big Flo et Oli, je confonds toujours. C'est des là, comiques. tu fais exprès. Non, c'est des chanteurs Tu Big fais Flo et exprès, Oli. on vient juste de dire McFly et Carlito, c'est pas possible. Oui, non, mais franchement, j'oublie toujours leur nom. C'est un truc de ma boule. Je les En confonds plus, toujours McFly, c'est pas avec Big facile Flo et- de l'oublier. C'est, Je les confonds Retour vers le toujours futur. avec Big Flo et Oli. Et donc, avec Alibi.com 2, on est en effet servi. C'est du grand cinéma français. Moi, j'ai hâte aux Trois Mousquetaires. J'ai hâte à la fin d'année voir un petit Ouais, peu ce moi que le aussi. cinéma ambitieux donne. Ouais. Mais tu en sais France. que les Trois Mousquetaires se fait beaucoup vanner déjà. J'ai été étonné. Notamment sur les trailers. Il y a beaucoup de gens qui vannent le film en disant « Oh là là, mais le cinéma français va nous pondre la bouse du siècle. » Et moi, j'ai pas du tout eu ce ressenti Non, non. en voyant les trailers. Pareil que toi, moi, je me dis que c'est possible. De plus, il y a des bons acteurs qui jouent bien. Donc ça me tente bien. Et alors, puisque là, on troll un petit peu le cinéma français, les productions françaises, etc. Moi, Enfin, surtout toi, c'était pas du moi, troll, hein, je parlais avec le cœur. Là. Ouais, moi aussi. Et je voulais juste te dire que j'avais regardé une série qui est sur Prime Video. Alors tu vas me dire, ouais, voilà, avec des anneaux, des elfes et tout. Non, il n'y en a pas. Rassure-toi. Ça s'appelle Cœur Noir, c'est avec Nicolas Duvauchel. C'est excellent.
C'est excellent. Il n'y a que 6 épisodes. Le sixième épisode termine sur un cliffhanger qui donne très 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 envie de voir la suite. Je m'attendais pas du tout au fait que ça s'arrête au sixième. Donc j'ai été très frustré. Mais franchement, c'est très bien. Ça raconte l'histoire de soldats français en Irak en 2017 dans la traque contre la traque contre les Daesh et notamment pour récupérer, tu sais, les Français qui ont rejoint l'État islamique. Et on est vraiment pris dans l'intrigue. Et il y a des très très bons personnages, notamment le personnage de Nina que j'ai beaucoup apprécié. Nicolas Duvauchel est très bien aussi. Et il n'y a pas que lui. Et il y a un YouTuber que je ne connaissais pas, qui joue très bien, qui s'appelle Jérémy, qui est depuis après YouTube est devenu comique. Il fait un spectacle, apparemment qui est très chouette aussi. Et dans la série, il est vraiment vraiment très bon. Donc voilà tu vois, une reconversion YouTube Ciné qui est à plus qu'à souligner, je trouve. Voilà, mon cher Greg, à toi. Et tu dis ça parce que c'est ce que tu espérerais faire peut-être un jour dans ta vie? Pas Être du un tout. petit peu youtubeur le soir après ton travail et le week-end star de Fast and the Furious 20? C'est la Non, pas du tout. famille. Mais j'ai peur qu'un jour, Guillaume Canet m'appelle pour me dire Kerr, tu vas jouer le rôle de Kerr Ovomaltix. Et je vais dire, mais non, mais je suis pas assez dynamique pour ça. Il va me dire, peu m'importe. Tu vas apparaître 3 secondes dans le film et tu seras sur une affiche. On pourrait faire, tu sais, genre deux pigeons qui font des voix de vieux aigris au bout du film. Ah, mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font, les Gaulois. Ils vont m'appeler Kevin Fegix. En tout cas, on espère être dans cette Astérix et Obélix CU, là, multi-universe. Parce que c'est après tout, c'est l'achievement de toute personne. C'est un jour apparaître dans un mauvais film. J'enchaîne par des news. Et toi, tu sais comment il t'appellerait dans Astérix? Jean Caillix. Non, Jean Quix. Pour oh, bravo, j'ai raté ma vanne. Les gens qui ont vu qui se rappellent de la vidéo news où C'est la je parlais de 5e Jean prise. Quille. Ok, alors en enquille. Donc du coup, il y a la boîte de production Weed Road qui est avec Akiva Goldsman qui est producteur et scénariste, vient de signer un deal multi-projet avec Warner Bros. Vous savez, on est dans la période du contenu, il faut signer des boîtes de production pour avoir le premier droit de regard, ça s'appelle entre autres. Et donc, Akiva Goldsman, il a la chance de travailler sur 2 projets. Le premier, c'est Constantine 2. Alors, pour rappel, Constantine 1, c'était sorti en 2005 et ça a fait 280 millions de dollars au box-office, qui avait été jugé à l'époque un peu décevant, mais au fur et à mesure que le temps est passé, le film a gagné un peu en popularité. Et j'avoue que j'avais été assez dur la première fois où je l'avais vu, et au final, c'est un film que je regarde une fois tous les 3-4 ans avec grand plaisir. Et donc Constantine 2, il y a bien Keanu Reeves qui est dessus, il y a bien le réalisateur de l'époque, il y a J.J. Abrams aussi qui est attaché au projet, et donc ça avance bien. Et qu'est-ce que je pouvais dire de plus dessus? Pas grand chose d'autre que le fait que le film, parce qu'il y a eu un doute en fait, pourquoi c'est une news, c'est parce qu'en fait il y a eu un moment, un doute que le film allait vraiment se faire la suite, et au final il est bien en production. Le deuxième film que ce monsieur Akiva a, c'est sur lequel il travaille, c'est Je suis une légende 2, encore une suite, et qui est cette fois-ci attaché avec Michael B. Jordan en acteur principal, qui du coup va reprendre la franchise, puisque ça va être maintenant une franchise sur ses épaules. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup le scénariste dit être assez fan de The Last of Us et on a l'impression qu'il veut s'en inspirer pour écrire la suite. Et pour ceux qui, comme Kerr, ont lu le livre, tu as lu le livre, Kerr? Je ne sais plus. Alors, non seulement j'ai lu le livre, mais c'est aussi mon livre préféré. Ah ouais. Cite-moi un autre Exactement. livre que tu as lu. Et donc, on enquille. Et donc, juste pour dire que puisque Kerr a lu le livre, puis en plus qu'il a adoré le film, pour ceux à qui ça parle, j'avoue que moi j'ai complètement oublié, c'est la première fin alternative du film qui va être utilisée comme base pour cette suite. Voilà.
J'ai pas voulu me respoiler en regardant ça parce que je me suis dit peut-être que je regarderai Je suis une légende avant de voir le film. Mais si toi, Kerr, ça te parle, n'hésite pas à en parler. Et Alors, un petit mot, si tu permets, sur Je suis une légende, le film avec Will Smith. C'est, je pense, l'adaptation d'un ouvrage qui a le moins compris un ouvrage ever. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, vraiment fait l'inverse de ce qu'il fallait faire pour que ce soit respectueux vis-à-vis de l'œuvre. En fait, globalement, dans le livre, Robert Neville est le seul survivant dans le quartier d'Inglewood à Los Angeles. Ils ont été attaqués par des vampires. Son quotidien, c'est d'être rentré à la maison avant qu'il fasse nuit. Et le reste de la journée, il en profite pour tuer des vampires pendant leur sommeil. Et la nuit, il essaye tant bien que mal de dormir avec des vampires qui essayent de le convaincre de sortir de la maison en faisant des choses diverses et variées. Et en fait, le titre Je suis une légende a une vraie signification dans le livre, qui est une signification qui est très très forte, je trouve, et que le film a littéralement ravagé. Même la scène de post-générique ne sauve... même la scène, j'ai envie pas post-générique, mais la fin alternative ne sauve pas vraiment le truc. Et le fait d'en faire une suite, et notamment comme tu le précises avec Michael B. Jordan plus Will Smith, montre qu'ils n'ont absolument rien compris à Je suis une légende, que c'est une adaptation purement mercantile et qu'ils peuvent proposer ce qu'ils veulent. Ils ont piétiné l'ouvrage de Richard Matheson, moi, j'ai pas qui parlé en de Will plus est Smith. décédé il y a quelques années. J'ai pas parlé de Will Smith et on ne parle pas de Will Smith dans la news sur Je suis une légende. Apparemment, ils sont tous les deux au casting. Moi, j'ai vu que le seul qui est confirmé, c'est Michael B. Jordan. Donc, pour le reste, c'est peut-être, mais moi, je l'ai pas vu confirmé. Et le truc que je voulais te dire aussi, c'est que ce sera à New York. Oui, parce qu'en fait, le truc qui a changé déjà dans le premier film de Lawrence, c'était de changer l'endroit où avait lieu l'action. Donc, quartier d'Inglewood dans le livre et New York dans le film. Et ça changeait finalement peu de choses. Ce qui était important dans Je suis une légende, c'était de vraiment garder le sens du titre Je suis une légende avec la fin. Et en fait, ça, ils l'ont ravagé littéralement. Eh bien, c'est à toi pour la news suivante, mon cher Kerr. Utilise cette passion, ce feu qui t'anime pour nous transmettre un peu ta news. Alors moi, je vais vous parler d'une news somme que je vais compléter avec une news ça va vous mettre la patate. Et peut-être qu'il y a un poil d'ironie dans ça va vous mettre la patate. La série Mindhunter, tu t'en rappelles, série de David Fincher, qui a été acclamée par les gens qui l'ont vue. Et en fait, il y avait un grand mystère autour de la saison 3 qui était pour l'instant en stand-by, plus qu'en stand-by. David Fincher avait d'autres projets, notamment avec Netflix. Et bien en fait, figurez-vous que David Fincher a déclaré que, aux yeux de Netflix, il n'y avait pas du tout assez d'audience pour justifier un investissement pour une saison 3 et qu'elle ne verrait donc jamais le jour. Voilà. Voilà une nouvelle série et une série de grande qualité qui a été annulée par Netflix. En plus, annulée sans même le dire. Par contre, là où vous allez peut-être essuyer vos larmes, c'est que par contre, la saison 4 de Outer Banks a été commandée alors que la saison 3 n'a toujours pas été diffusée. Voilà mon cher Greg pour cette petite news. Et puisque je suis sur Netflix, je vais t'en refaire deux autres. Emma Mackey, qui joue dans Sex Education, a profité des BAFTA où elle a eu le BAFTA de Rising Star, donc le BAFTA de l'étoile montante, pour déclarer qu'elle avait dit adieu à son personnage et donc elle ne reviendrait pas dans la saison 5 de Sex Education. Donc Emma Mackey, si vous la resituez pas dans la série, c'est l'héroïne. Enfin, l'héroïne à côté de l'acteur principal, bien sûr, dont j'ai oublié le nom, la Asa, je ne sais plus quoi. L'autre info qui concerne Netflix, c'est que la série The Last Kingdom, qui ressemble beaucoup, vous le savez, à Viking, mais qui avait son petit charme, qui est l'adaptation d'ouvrage, avec Uhtred, fils d'Uhtred, va avoir une conclusion en film, et ça arrive en avril. Il y a les premières images qui ont été diffusées par Netflix, donc on aura une conclusion pour The Last Kingdom, dont la dernière saison était quand même en dessous, je trouve, des précédentes. Voilà mon cher Greg.
Alors j'enchaîne avec des news. Ça va être des petites news MCU. Je vous avoue qu'après avoir vu Quantum Mania, j'ai un peu mal en bouche à vous en parler. Mais c'est les news. D'ailleurs, on a une vidéo où on en parle qu'il faut couvrir. de la Tout à situation du MCU et de la Et méthode. d'ailleurs, j'ai vu un article assez intéressant, et j'aimerais bien avoir ton avis à la fin de ma news, sur le fait que il y a des sites assez sérieux qui commencent à se demander si une production Marvel a encore besoin d'être bonne pour marcher. Puisque c'est le plus gros succès des 3 Ant-Man, en succès à domicile, pour donc le territoire américain. Et les reviews sur Rotten Tomatoes sont très bonnes. Bon, là où sur IMDb, elles sont très mauvaises, donc allez comprendre. Et du coup, je trouve que c'est une question qu'il faut se poser, parce que là, ça fait quand même beaucoup de films MCU qui sont pas incroyables, et qui pourtant vivent leur vie de film rentable. Mais je t'invite à m'en parler après. Alors les news autour du MCU, c'est quoi? Kevin Feige a répondu à pas mal de questions à la sortie donc de Quantum Mania, et d'autres personnes autour de lui ont répondu. Donc je vais essayer d'un peu de vous résumer tout ça. Le premier, c'est que les 4 Fantastiques, ils veulent que ce soit un pilier, vraiment un pilier très important. Il citait que pendant 50 ans, les 4 Fantastiques ont été un pilier de nombreux départs d'histoire dans les comics, et qui voulaient que ce soit pareil dans le MCU. Moi, je suppose, ce n'est qu'une supposition, j'arrête la news là et je vous fais une supposition. La supposition, c'est qu'en fait, ils veulent un peu nous vendre que la nouvelle équipe aussi importante que les Avengers, c'est les 4 Fantastiques. On verra si ça marche. Deuxième information, c'est que du coup, à la question va-t-il y avoir moins de séries et plus espacées sur Disney+, de séries MCU, Kevin Feige dit je pense les deux. Alors officiellement, ils veulent espacer les séries pour que chacune ait plus de chances d'être un succès. Ça, c'est la réponse officielle. La réponse officieuse que je peux vous dire, c'est que Disney+ est, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais grave dans la mouise au niveau budget. Ils ont perdu, il y a une estimation que 2,6 milliards de dollars ont été perdus l'année dernière par Disney, particulièrement par Disney+. Donc on est en train de parler de beaucoup de brousouf, et c'est le premier mois, le mois dernier, où Disney+ a perdu des abonnés en masse, c'est plusieurs millions d'abonnés de perdus. Donc ça va pas du tout du côté de Disney+. Donc évidemment, ils ont moins d'argent pour aller faire des séries MCU. Ensuite, puisqu'on parlait des séries MCU, il expliquait que Moon Knight allait sans doute revenir. Il précise pas si c'est sous la forme si c'est en personnage dans un film ou si c'est en série, mais visiblement il aurait de beaux jours devant lui. Il y a aussi des explications qui ont été données. Donc ils n'ont pas vu la série. Pardon ? Ils n'ont pas vu la série du coup. Moi, je pense qu'ils regardent plus. Ils ont arrêté de tout regarder. Hein. Ils se disent ça fait trop longtemps, il y a trop de contenu, j'arrête de regarder. Oui, je pense d'accord. Je suis d'accord avec Et donc ensuite, ils ont passé des informations sur Captain America New World Order. C'était le point Godwin du MCU visiblement. Et donc en fait, Thaddeus Ross, qui va être joué maintenant par Harrison Ford. Harrison Ford, moi je trouve que c'est super c'est un acteur que j'adore. Attention, ne prenez pas mal ce que je vais dire. C'est un acteur que j'adore, et vraiment fondamentalement, je trouve ça très étrange de parier des franchises sur lui à son âge, parce que malheureusement, combien d'années va-t-il être encore en capacité d'être dans des films d'action? Tu sais qu'en parlant de Harrison Ford, il est actuellement à l'affiche de 2 séries qui sont importantes. Il y a Shrinking, je le dis très mal, d'Apple TV+, mais il est surtout le héros du spin-off de Yellowstone qui s'appelle 1923 avec Hélène Mirren, qui pour le coup apparemment est excellent. Ouais, je sais que Yellowstone, c'est pas un truc que je regarde à titre personnel, mais quand on regarde la presse américaine, Yellowstone, ça a l'air d'être un gros truc, ce qui a un impact... Et surtout, et c'est là où c'est très étonnant, et c'est l'inverse de The Walking Dead, les spin-offs, je trouve, puisqu'ils changent d'époque et durent moins longtemps, sont très bons. Et le spin-off 1883, si vous ne voulez pas voir Yellowstone, mais juste ce spin-off-là, sautez dessus, c'est un bijou, mais vraiment un bijou. C'est une des meilleures séries que j'ai vues en 2022.
Je me permets de faire du coup une petite parenthèse. Tu parles de spin-off et de Walking Dead. Il y a la série, le spin-off autour de Daryl, qui est donc en France. Et fun fact, si vous êtes parisien et que vous êtes du côté de Opéra, vous avez pu sans doute voir pendant les jours de grève, ces derniers jours de grève, des voitures retournées. Et non, c'était pas les manifs qui avaient mal tourné pour le coup, c'était tout simplement le tournage de Daryl. Ils ont utilisé certains jours de grève pour essayer d'utiliser. Donc ils avaient balisé des rues, ils avaient retourné les rues. Et donc c'est assez marrant parce que je parlais à quelqu'un qui travaille là-bas qui expliquait qu'il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé avec la manif? Et puis au bout de la rue, il a commencé à voir des zombies. Et c'est quand il a vu la caméra qui filmait les zombies qu'il a compris. Revenons-en, et ça c'était la semaine dernière, donc c'est assez marrant. Revenons-en donc à la news. Donc Captain America New World Order, eh bien, donc ce sera basé surtout autour donc, de Thaddeus Ross, joué par Harrison Ford, et Anthony Mackie, donc, qui joue le nouveau Captain America. Et après, il a dit que les Thunderbolts seraient bien dirigés par Bucky, et qui essaiera de mener cette équipe d'anti-héros charismatiques. Voilà, et le tournage de Blade est confirmé pour commencer d'ici une dizaine de semaines. Donc il a l'air d'être pour l'instant à l'heure sur sa sortie. Voilà. Puisque tu es sur le MCU, je vais continuer avec Anthony Mackie qui justement a parlé de Captain America New Order en disant que pour lui il était évident que son personnage, le nouveau Captain America, ne pouvait pas être le leader des futurs Avengers. Donc des Avengers qu'on verra dans notamment Kang Dynasty. Donc voilà, pour lui, il dit qu'il n'a pas les épaules pour le faire. Et puisqu'on est donc sur le MCU, je continue. Kevin Feige a fait une déclaration qui a beaucoup fait réagir. Il a dit que pour lui, le MCU allait durer autant de temps que les comics. Et que depuis que les comics sont là, et si on résume un peu, ça veut donc dire 80 ans. Il imagine 80 ans de MCU. Donc forcément, quand on a vu Quantum Mania et d'autres productions par le passé, il ne faut pas juste taper sur Quantum Mania, on peut se poser des questions. Et c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo qu'on a fait qui s'appelle La méthode Marvel ou la recette du pire, qui se termine avec un gros coup de gueule de ma part. Et Greg qui vous explique comment fonctionne la manière de faire les films Marvel et aussi les raisons qui font qu'ils sont faits comme ça actuellement. C'est très intéressant, donc je vous invite à regarder cette vidéo. Avant de répondre à ta question là, que tu as évoquée tout à l'heure, j'ai évoqué un autre film quand même qui s'appelle The Marvels, qui a dévoilé sa première affiche qui est très stylée, où on voit Kamala Khan, Captain Marvel et au-dessus Spectrum. Donc moi j'ai très hâte de voir Spectrum dans le film. Il y a Kevin Feige qui en a parlé parce qu'il y a eu des infos autour du film. La première, c'est qu'en dévoilant l'affiche, ils ont dévoilé aussi une nouvelle date de sortie. Et en fait, le film devait sortir en juillet cette année et il sortira en novembre. C'est le film La Maison Hantée de Disney qui va prendre la place de The Marvels en juillet. Alors, il y a plusieurs théories. Celle qui revient beaucoup dans la presse américaine, c'est qu'en fait, le mois de juillet était beaucoup trop chargé en gros films, puisqu'on a le nouveau Nolan, Oppenheimer, on a Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling, et on a le nouveau Mission Impossible. Donc ils ont décidé d'aller plutôt sur le créneau de novembre, où là il y a 2 autres films qui sont censés être des films qui peuvent potentiellement attirer du monde en salle, mais qui fait beaucoup moins peur à Marvel, et ça c'est une mauvaise nouvelle pour Dune, parce que le premier c'est Dune, partie 2, qui va sortir une semaine avant The Marvels, ensuite on a The Marvels, et ensuite on a le spin-off d'Hunger Games. Donc voilà, pour novembre ça sera chargé aussi, et du coup Kevin Feige a parlé de The Marvels, en disant que pour lui, il y a un plan où on voit les 3 personnages, donc Spectrum, Captain Marvel et Miss Marvel ensemble, et que ça lui fait beaucoup penser au plan, tu sais, où la caméra tourne autour des 6 Avengers dans le premier. Et pour lui, il a également dit que le personnage de Kamala Khan avait énormément de similitudes avec le personnage de Peter Parker, interprété par Tom Holland dans Civil War. Alors c'est faire référence à des films c'est tellement qui marketing ont bien que de marché, dire ça. mais bon. C'est dire que Kamala Khan, qui est un personnage sur lequel ils ont tous les droits, est aussi bien que Spider-Man sur lesquels ils n'ont qu'une partie des droits, puisque c'est Sony qui fait les films.
Moi, je pense Oui, qu'il est, mais il il est briefé, il hein, je était crois. traité librement dans Civil War. Donc, bah, à voir. Moi, j'ai vraiment hâte de voir Spectrum dans J'ai le. Et absolument Spectrum, qui est aucune une hype autour carte de ce très film. chouette dans Marvel Snap. Je Et alors, suis ta question? zéro hypé par ce film. Vraiment, de tous les films annoncés du MCU, pour l'instant, je crois que c'est celui qui me plaît le moins. Donc, tu disais qu'il y avait un article qui évoquait le fait que Marvel pouvait balancer des films, peu importe la qualité, Parce que en fait, on allait c'était y aller. devenu tellement un truc culturel et c'était tellement ancré dans la culture maintenant que des personnes aillent ensemble voir ce film, etc., qu'il n'avait même plus besoin d'être bien en fait. C'est comme un match de foot, tu vas voir du foot. Peut-être que le match va pas être bon ou va être bon, mais c'est une sortie culturelle que tu vas faire entre amis. Je ne pense pas, mais en même temps, les chiffres ont l'air de leur donner raison. Qu'est-ce que tu en penses? Oui et non. C'est-à-dire que, en effet, un film Marvel est un film événement, mais je reviens sur un des éléments qu'on avait vu dans la vidéo justement sur la recette Marvel. C'est que je trouve que là, avec la phase 5 et la phase 6, et avec ce qu'ils ont introduit dans la phase 4, notamment le multiverse et tout, ils vont complexifier beaucoup trop les intrigues, ce qui risque de leur faire perdre un public jeune, un public famille. Et le fait que dans le planning, tu vois, il y ait beaucoup de nouveaux personnages ou nouvelles séries, et le fait aussi qu'on ait perdu des personnages majeurs comme Iron Man, comme Captain America, etc., Black Widow et tout, peut-être que l'attachement qui avait été créé par les 10 années des 3 premières phases ne va plus être au rendez-vous. Et si tu regardes le box-office, alors oui, en effet, on dit que Quantum Mania démarre mieux que les autres Ant-Man. C'est vrai, mais il y a eu un énorme teasing sur le fait que dans ce film-là, on introduisait le nouveau Thanos, enfin, l'équivalent de Thanos. Si tu regardes Doctor Strange and the Multiverse of Madness, énorme promo pour dire que Doctor Strange allait introduire le multiverse et qu'on allait en prendre plein la tronche. Il y avait des rumeurs sur absolument tout, sur quel personnage pouvait être dans tel film, etc. Doctor Strange était présenté comme le Endgame, comme le film équivalent d'Endgame suite à Avengers. Wakanda Forever, on a quand même un film qui sort avec le décès terrible de Chadwick Boseman. Donc un film qui joue sur l'émotion du spectateur. Où on sait dès la bande-annonce qu'on a un nouveau Black Panther dans le film. On ne sait pas qui c'est. Et le film ne fait pas le milliard là où le premier a largement dépassé le milliard. Et Thor Love and Thunder proposait sur le papier quelque chose qui était inédit, qui était l'adaptation de Mighty Thor. Et en fait, le film a bien marché, c'est indéniable, mais c'est pas un carton. Donc en fait, j'ai l'impression que Marvel va produire des films qui vont être des cash machines importantes, mais pas d'énormes blockbusters en termes de box-office, des films qui vont être milliardaires. Quel est le prochain film du MCU qui va être milliardaire? Ant-Man, j'y crois pas. Les Gardiens de la Galaxie 3, on n'a pas de raison particulière d'y croire. The Marvels, on n'a aucune raison d'y croire. Rappelons que Captain Marvel avait très bien marché, mais parce qu'il était coincé entre Infinity War et Endgame, et que Captain Marvel était dans Endgame. Donc les gens étaient intrigués par ce personnage, et c'est une des raisons de son succès en salle. Donc derrière, tu rajoutes Blade, etc. Franchement, le seul film Marvel qui potentiellement peut remplir vraiment beaucoup, et encore, ça dépend de s'il est R-rated ou pas. Pour moi, c'est Deadpool 3, parce que les gens vont être intrigués de voir Deadpool chez Disney. Mais dans les autres, alors il y en a peut-être que j'oublie là comme ça, mais je suis d'accord, ça va faire venir des gens. Mais tu vois, ce qu'on évoquait, cette lassitude, est-ce qu'on va avoir une overdose de Marvel? Et je pense qu'ils en sont conscients, parce que tu vois, quand tu dis que Kevin Feige parle, et il l'avait déjà dit, j'avais dit dans la vidéo précédente, qu'il y aurait moins de séries, ils sont conscients que les séries ne font pas du bien au MCU, hein. Donc, je suis d'accord, mais c'est à nuancer. C'est-à-dire que ça va être des cash machines, mais pas des reins de marée.
T'en penses quoi, toi? J'ai donné mon avis. En fait, le truc, c'est que il y a chaque film, et tu l'as rappelé, chaque film est sur un argument commercial. Est-ce que c'est l'arrivée du multivers, c'est l'arrivée du méchant, tu parlais de Deadpool. Moi, je pense que ce qui attire plus tout, c'est l'arrivée de Wolverine dans Deadpool. Ah, mais c'est pour ça que je dis Deadpool 3. Oui, non, j'ai pas précisé, mais bien sûr. Et du coup, en fait, c'est un argument. De Marvel, j'en vois pas. Les 4 Fantastiques, pour l'instant, on a eu deux films, enfin deux franchises de films, puisqu'on a eu une itération avec 2 films et une tout seul. Et franchement, ça n'a pas plu aux gens du tout. C'est vraiment des mauvais films. Et là, c'est genre censé être le fer de lance. Moi, je suis pas confiant. Et là où tu dis les séries font pas du bien, en fait, après avoir regardé Quantum Mania, je me suis re-regardé le dernier épisode de Loki, qui a Kang et qui a et franchement, qu'est-ce que c'est bien, quoi. Qu'est-ce que c'est bien. Donc du coup. Oui. Du coup, j'ai envie de dire, moi, c'est surtout la qualité. J'espère qu'ils vont revenir. Et je pense que la news qui était pas adressée à nous, mais adressée à l'industrie du cinéma, qui est très importante, c'est quand il y a 3 mois, on avait couvert la news qui disait que Kevin Feige disait que les films allaient moins producteurs hands-on, c'est-à-dire qu'il y aurait moins le contrôle des producteurs, que ce serait plus des films de création. Je pense que cette news et cet appel à des nouveaux talents pour réaliser le MCU, je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème de films formatés qui arrive et qui se fait défoncer par la critique, qui s'effondre dans le bouche à oreille. Et je pense que là, ils ont reçu le message, quoi. Enfin, là, ça fait beaucoup de films d'affilée qui s'en prennent plein la gueule, quoi. Ouais, moi, il y a 2 trucs que je vais rajouter quand même. Un, pour pas dédouaner Quantum Mania, mais pour quand même mettre un peu d'eau dans notre vin vis-à-vis de la critique, c'est que la conclusion négative de la phase 4 a été faite quand Quantum Mania, de toute façon, était déjà bouclé. Donc en fait, ils n'ont pas pu réadapter, je pense, la qualité de Quantum Mania aux récentes critiques qui ont pu toucher Thor, qui ont pu toucher Doctor Strange. Enfin, ils auraient peut-être pu en montage, mais enfin, c'était trop tard. Donc je pense que les éléments qui vont peut-être montrer que le MCU, s'il veut réagir en termes qualitatifs, ça arrivera plus tard, tu vois, ça arrivera sur Captain America, sur Thunderbolt, sur Blade, etc. Je regarde la phase 5, là c'est l'autre remarque. Phase 5, les Gardiens de la Galaxie 3, milliardaires ou pas, peut-être. The Marvel, j'y crois pas du tout. Captain America, New World Order, j'y crois pas du tout. Parce que je pense que le Faucon n'a pas les épaules qu'avait Chris Evans. Et rappelons qu'en dehors de Civil War, les 2 premiers n'ont pas été milliardaires. Thunderbolt, il n'y a aucune raison de croire que le film va être milliardaire. Parce que c'est une toute nouvelle équipe. Alors oui, il y a des personnages qu'on connaît. Mais alors à moins que le film porte vraiment sur les épaules d'Harrison Ford, j'y crois pas. Blade, j'y crois pas du tout pour être milliardaire. Pas pour que ce soit un mauvais film. Hein. Mais je parle vraiment en termes de succès important. Deadpool 3, comme j'ai dit, ça va dépendre du côté R-rated. Il peut être milliardaire parce que Wolverine, tu l'as dit, parce que Deadpool chez Disney. Les 4 Fantastiques, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça va dépendre de 2 choses. Ça va dépendre du casting et ça va dépendre de la mémoire du public. Parce que le public, s'il a complètement oublié le film de Josh Trank, qui a été d'ailleurs un énorme flop, et rappelons également que les 2 autres précédents, qui étaient il y a quelques années avec Julian McMahon qui jouait Doom, et Jessica Alba, c'est pas des films qui ont marché non plus. Donc en fait, les 4 Fantastiques, ils ont 3 films derrière eux qui sont pas des bons films et qui n'ont pas été des succès. Il n'y a pas de raison de croire que maintenant, ça va être un énorme succès. Sauf si le casting est parfait. Si le casting donne énormément envie et que Marvel le vend très très bien, peut-être ça peut être un film milliardaire. Mais en tout cas, l'ère d'ultra domination du MCU sur le box-office, pour moi, est en train de chuter. Et il n'y a pas de raison de croire qu'ils vont reprendre les premières places chaque année comme ils avaient pu le faire avec Avengers et compagnie. Bah moi, en tout cas, celui que j'attends le plus, c'est Blade. Voilà, tout simplement. Oui, mais tu l'attends, et moi aussi, raisons. mais pour des raisons artistiques.
plus pour ce qu'il peut nous proposer. Pour plusieurs raisons. C'est déjà un super acteur. C'est parce que Blade, les premiers films, étaient des laboratoires de plein de technologies. On va voir s'il garde cette mentalité. Parce que vraiment, je trouve que c'est un personnage qui a énormément de charisme. Et c'est un pan du MCU qu'on n'a pas encore vu, sauf dans le Disney spécial dont j'ai oublié le nom. Oui, Werewolf by Night. Merci, Car. Et qui était pour le coup qui était très bien réussi. celui-là. Voilà. Donc moi, c'est celui que j'attends le plus. Et on peut rajouter aussi, mon cher Greg, sur Blade, c'est que potentiellement, il y aura le Chevalier Noir, parce qu'on voit à la fin d'Eternals le lien entre le Chevalier Noir, donc Kit Harington, et la voix de Blade. Donc on peut imaginer que le Chevalier Noir sera dans Blade. Et si c'est le cas, c'est très cool, parce que le Chevalier Noir est un personnage de Marvel très intéressant. Donc voilà. Moi, je vais passer à autre chose, et je vous parlais des BAFTA, qui est l'équivalent des Oscars, mais à l'anglaise, avec une grosse surprise. Un film qui avait été snobé par les Golden Globes, qui est un film Netflix. Netflix a vraiment triomphé pour le coup au BAFTA, avec le film allemand À l'Ouest, Rien de nouveau d'Edward Berger, qui a remporté meilleur film, meilleur réalisateur. Il a remporté 7 prix globalement, donc voilà. C'est la première fois qu'un film non anglophone remporte autant de prix au BAFTA. Il paraît que le film est très bien, moi je ne l'ai pas vu. Mais les critiques sont excellentes. Cate Blanchett a remporté le BAFTA pour le film Tar, elle est favorite pour les Oscars. Austin Butler a remporté meilleur acteur pour le film Elvis, il est lui aussi favori pour les Oscars. Il y a eu un couac assez terrible, je trouve, un peu à la 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 Land Moon Knight, si vous vous rappelez. Kerry Condon a gagné le prix de la meilleur second rôle féminin pour The Banshee of Inisherin. Et en fait, ils ont annoncé que c'était Carey Mulligan, la pauvre, qui avait gagné. En fait, derrière, ils ont dit ah ben non, on s'est planté, désolé Carey, reste assis. C'est Kerry Condon qui a gagné. Alors, le meilleur second rôle masculin a été donné à Barry Keoghan pour aussi The Banshees of Inisherin, qui a été produit par l'excellent réalisateur qui avait fait l'excellent film Bon baiser de Bruges, qu'on vous conseille de regarder. D'ailleurs, on retrouve le même duo d'acteurs, Brendan Gleeson et Colin Farrell dans le film. Et Barry Keoghan, pour ceux qui ne voient pas qui c'est l'acteur qui jouait dans Eternals, et que tout le monde disait qu'il ressemblait énormément à Sardoche. Merci. Donc voilà. Meilleur film britannique d'ailleurs, The Banshee of Inisherin, puisque c'est un film anglais. Qu'est-ce que j'ai envie de citer également sur ces BAFTA, que Pinocchio de Guillermo del Toro a gagné meilleur film d'animation. Il avait déjà eu le Golden Globes pour ça. Donc Guillermo del Toro est très content pour ça. Meilleur montage, Everything Everywhere All at Once. Les meilleurs effets spéciaux pour Avatar 2. Est-ce que tu penses pas design d'ailleurs que les Daniels, c'est potentiellement l'avenir du MCU ? C'est les Daniels, hein, qui ont le surnom des réalisateurs qu'on fait Everywhere All at Once. Ouais, je les sens vraiment fort aller dans le MCU pour un film. Ah oui, peut-être, oui, bien sûr. Oui, peut-être, c'est tout à fait possible. Et je voulais citer aussi un film, meilleur court-métrage d'animation. On cite rarement ça, mais c'est un film d'Apple TV+, un court-métrage d'Apple TV+, très beau, qui s'appelle Le Garçon, la Taupe, le Renard et le Cheval. Donc voilà, si vous avez des enfants, vous pouvez leur montrer cette production qui est Qu'est-ce que c'est bien les année. musiques de trio ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était quoi c'était le loup, le renard, la belette. J'entends le loup, le renard. Ouais. Bon, seuls les vieux. C'était quoi ? C'est Mano. C'est Mano. Ah bon. C'est Mano, ouais, tu sais. Mano. Dans la vallée. Ah oui, putain. De Dana, ouais, la lilala. Bref, ça c'est notre enfance. Et pour ceux qui sont très jeunes, plus jeunes qu'ont la vingtaine, et qui nous écoutent, ils se disent mais qu'est-ce que c'est vieux daron. Voilà. Attends, est-ce que j'ai d'autres news ? Je check. Non, j'en ai pas. Moi, j'ai fini, mon cher Greg. T'as fini ou pas ? Eh bien non, j'ai pas fini parce que j'ai une news horrible. J'ai une news très dure. J'ai une news quand Ker a vu que j'étais en train de marquer cette news dans le conducteur, là où on prépare l'émission,
Kerr Ah oui, m'envoyait c'est un vrai. SMS en disant non, c'est pas possible. Et eh bien oui, Dragon, donc la trilogie Dragon, How to Train Your Dragon, comment entraînes-tu ton dragon, eh bien a une version live action qui a été annoncée d'après The Hollywood Reporter. Le premier serait donc c'est News Hollywood Reporter qui le premier sortirait le 14 mars 2025 et c'est Dean Desblois qui a été embauché pour qui aurait été c'est pas officiel mais c'est Hollywood Reporter souvent a les scoops sur ça, et Dean Desblois, donc c'est, si tu peux chercher un peu sa filmo, c'est Dean C'est celui qui a fait Dragon. plus loin Desblois qui donc C'est celui qui a fait Dragon. et- Donc ça, c'est plutôt rassurant. et qui avait fait donc c'est dans ma news en plus, complètement débile, qui avait donc réalisé la première trilogie de Dragon et qui a d'ailleurs co-réalisé Lilo et Stitch sur Disney, enfin chez Disney. Donc bon, moi vraiment c'est une trilogie d'animation qui est très chère à mon cœur. J'étais très déçu. Le seul truc, c'est que je me suis dit que mon fils aurait peut-être l'âge de le voir quand ça sortira. Et l'idée d'aller au cinéma découvrir Dragon, si le film est bien avec mon fils, me parle énormément. Mais j'avoue que sorti de cette idée, si le film est bien, franchement, c'est tellement bien Dragon, quoi. La musique, j'espère qu'ils vont garder la musique, quoi. La musique, elle est incroyable. Ouais. Mais tu as raison sur le point de emmener nos enfants qui découvrent Dragon comme ça avec le live. Ok, très bien. Le truc, moi, le seul élément qui me rassure beaucoup, c'est que ce soit Dean Desblois qui soit dessus. Parce qu'il va pas laisser n'importe quoi se faire avec son bébé, tout en sachant quand même que le 3 était un peu en dessous des deux premiers. Et on en avait déjà parlé sur la chaîne, on avait fait une vidéo d'ailleurs dessus. C'était une vidéo rétro, me semble-t-il. Le 2, pour moi, est un des meilleurs films d'animation américains de ces dernières années. C'est vraiment un bijou total. Nettement meilleur que le premier. Et on était d'accord là-dessus, il me semble. Et, Je sais même pas pourquoi tu le précises, je pense que tout le monde est très largement d'accord sur cette planète. Ouais. Donc voilà, Dragon 2, sauter dessus, enfin sauter sur Dragon, c'est magnifique. Après, il y a eu énormément de déclinaisons, tu vois, en série télé, sur Netflix notamment, qui étaient en dessous. Mais vraiment, les trois films, allez, les deux premiers plus le troisième en option, si vous voulez, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Donc voilà. Alors Jean-Qui, moi j'ai encore des toutes petites news. Enfin, j'ai une rapide, mais pas forcément petite. La première, c'est Google News. Alors, pourquoi on parle de Google News ? Ils ont incorporé, quand vous scrollez, une fonctionnalité pour fact-check les news. Et dans notre monde où il peut y avoir des fausses news qui se baladent sur les réseaux sociaux, eh bien, c'est une bonne chose que d'avoir un outil pour fact-checker facilement. Donc, je vous en parle comme ça pour le plaisir. D'ailleurs, je me suis retrouvé moi-même avec une vraie fausse news qui m'a un peu énervé. C'était en préparant l'émission, je suis tombé sur une news, c'est Viz Media, je crois, qui possède les droits de Bleach, de Naruto et de One Piece. Donc quand même non, pas de One Piece, de Bleach, Naruto et de Death Note dans certains pays. Et en fait, donc c'est déjà du très très lourd, qui a annoncé que l'intégralité des animes était disponible gratuitement sur YouTube, de ces animes en tout cas, disponible sur YouTube pour notre plaisir. J'ai sauté sur la chaîne et en fait c'est une news qui est vraie-fausse, parce qu'en fait c'est vrai aux États-Unis, mais ils ont bloqué le contenu dans tous les autres pays, donc c'est un peu la déception. Donc voilà, donc c'est pas mal de fact-checker les news. J'enchaîne par une autre news qui moi m'a marqué, c'est que Spotify a dépassé les 200 millions d'abonnés payants, 205 millions pour être précis, et quand on cumule les abonnés payants et les abonnés gratuits, ça fait 489 millions d'utilisateurs, donc c'est incroyable. Et je suis pas sûr que c'est un service où il y a comme des comptes Gmail où les gens se font 10 comptes différents. Donc le 489 millions d'utilisateurs paraît assez réaliste, et c'est incroyable, c'est 20% d'augmentation
dans l'année d'abonnés, etc. Enfin, c'est tout ce que rêve être Disney+, Netflix a déjà ce nombre d'abonnés, mais d'avoir autant d'utilisateurs, c'est incroyable, quel succès et tout. Et bien, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont effectivement autant d'abonnés, mais ils sont encore à perte. Et ils ont une perte nette de 231 millions d'euros sur le dernier trimestre. C'est incroyable, ces grosses plateformes qui arrivent, qui sont des succès de ouf, et en fait qui sont complètement dans une fuite en avant et complètement à perte. Et un jour, effectivement, ils vont nous dire le partage, c'est plus possible, en fait, on va multiplier le prix x3, quand tous les autres moyens d'écouter de la musique auront été tués. C'est un petit peu... Enfin voilà, c'est une belle news. C'est aussi Spotify qui a beaucoup aidé avec Deezer à ce qu'il y ait moins de musique piratée, mais c'est encore particulièrement à perte. Je termine par 3 petites news. La première, c'est un truc qui n'a aucun rapport avec le cinéma, mais comme j'ai beaucoup parlé d'IA ces derniers temps sur la chaîne, c'est une news qui m'a fait marrer. Il y a Kellen Perrin qui a réussi à battre, tu connais l'IA Katago, de l'IA de jeu de Go qui avait battu les plus grands champions du monde, etc. Est-ce que ça te parle, ça ? Oui. Eh bien, il a réussi à gagner 14 fois sur 15 contre l'IA. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a travaillé avec une société qui est elle-même spécialisée dans les IA pour voir quelles étaient les failles de pensée de Katago. Et il a juste appliqué les failles de pensée et il a gagné 14 fois sur 15. Visiblement, c'est même un joueur assez médiocre de Go peut gagner. Il suffit en fait au milieu de la partie, commencer à créer plein de fronts différents. L'IA ne comprend plus et tu peux gagner facilement. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé marrant dans la news d'avoir des IA qui t'aident à gagner contre des IA. Deuxième news, là, je reviens sur le monde du cinéma. La deuxième news, c'est Batman, The Doom That Came to Gotham, qui est un film d'animation de DC avec le Batman qui va apparaître. C'est un peu dans la logique de Gotham Gaslight, où c'était Batman dans l'univers monde alternatif steampunk. Et là, c'est Batman 1920. Il est explorateur en Arctique et il réveille une entité démoniaque. Et lui, homme de science, comment va-t-il se confronter à ça ? C'est pas mal. Je crois que j'ai noté la date de sortie. Je crois que c'est 5 avril, voilà, donc c'est dans pas si longtemps que ça. Et les films d'animation, parfois, il y en a très très bien, donc je ne peux que vous conseiller de le tenter, et ça sort directement en Blu-ray, DVD, pour tout le monde, sachant qu'en film d'animation, vous n'avez pas forcément besoin du 4K, puisque souvent les dessins ne sont pas dessinés en 4K. Et je termine par une news que Kerr a couvert, je crois, sur les réseaux sociaux, mais pas en vidéo. C'est une news autour de Bruce Willis. Visiblement, il est sa démentia, sa démence, donc c'est une maladie qui empêche les personnes de communiquer, a atteint un nouveau stade. Sa famille est très inquiète. Il visiblement ne peut plus communiquer. C'est un stade incurable. Ouais. Et ils ont enfin le diagnostic exact. Voilà, donc écoutez, force et soutien à la famille de Bruce Willis et merci à lui pour nous avoir fait rêver dans de très, 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 très nombreux films. Voilà, mon cher Kerr, je te laisse le mot de la fin. Eh ben moi, je vais terminer juste pour vous parler de quelques sorties qui marquent cette fin de mois de février, si tu le permets, mon cher Greg, avec une sortie d'une nouvelle série sur Apple TV+, qui s'appelle Hello Tomorrow, qui a un concept très intéressant. On suit Billy Crudup, qu'on a vu notamment dans Watchmen, c'était lui qui jouait Dr Manhattan, et qu'on a vu récemment, il était excellent d'ailleurs dans The Morning Show. Et en fait, c'est un commercial qui vend des voyages sur la Lune, et qui en fait, lui a pour but vraiment de changer la vie des gens qu'il rencontre, et notamment de son fils, qu'il embauche avec lui. Et les 3 premiers épisodes, pour l'instant, je les ai vus, sont dispo sur Apple TV+, et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est sorti le 17. Le même jour, on a eu la saison 2 de la série française Braqueur sur Netflix.
La première était sympathique, 6 épisodes encore dans celle-là. Il y a la saison 3 de Star Trek Picard, que je n'ai pas vue, parce que moi j'ai vu que la première pour l'instant, mais la saison 3 de Star Trek Picard a Je une comprends pas que tu originalité. te jettes pas dessus. Enfin, c'est pas tous les jours qu'on a une série qui est comme ça sur sa région. Bah oui, c'est clair. Et le truc, c'est que Star Trek Picard a une originalité, c'est qu'elle est excessivement bien notée sur Metacritic et compagnie. Donc voilà, le 17, il y a une autre série qui est sortie sur Prime, qui est Carnival Row, avec Orlando Bloom et Cara Delevingne, qui est la dernière saison. Cara Delevingne qui avait un t-shirt très marrant d'ailleurs au Super Bowl, au sujet du concert de Rihanna. Il y a Sharper, qui est un film qui est sorti sur Apple TV aussi. Un film coréen qui fait pas mal parler sur Netflix, s'appelle Unlock, qui est sorti le 17. Et dans ce qui arrive, donc au moment où on enregistre, on est le 21, donc quand la vidéo sera sortie, ça sera sorti. Il y a Anatomie d'un divorce avec Jesse Eisenberg, Claire Danes et Lizzie Kaplan qui débarquent sur Disney+. Donc c'est, comme son nom l'indique, un couple qui se remet à sa manière d'un divorce. Donc voilà, on a également le 22 la sortie du dernier Spielberg, The Fabelmans, il faut le citer. Et il y a beaucoup de fans de cette série, donc je la cite également. Outer Banks saison 3 sort le 23 sur Netflix. The Consultant sortira sur Prime, et c'est une série avec Christophe Valls, qu'on a découvert, nous, grand public, dans le film Inglourious Bastard, bien sûr. Il a fait plein d'autres choses après. Et je sais qu'il y a énormément de fans également de cette série documentaire. C'est Formula One, pilote de leur destin, dont la saison 5 sort le 24. Voilà pour les sorties du mois, de la fin du mois, mon cher Greg. En sachant qu'en mars, nous, on va être gâtés, parce qu'on a le retour de Gros Goût et de Mando. Bah, c'était un sacré mot de la fin, mon cher Kier. Bah ouais. Du coup, comme j'ai fait un sacré mot de la fin, je te propose de faire un court mot de la fin. Merci à tous les tipeurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent en partageant la vidéo, mettant un like, mettant un commentaire. Merci à vous tous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Ciao, ciao.